Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café. J'espère que vous allez bien et que comme chaque matin de la semaine, on va décortiquer ensemble les principales infos autour du dev mobile. Mais juste avant de commencer, et comme je vous l'avais déjà dit hier, j'ai mis en ligne samedi une vidéo sur RocketSim qui est un outil pour améliorer le simulateur iOS et je vous fais d'ailleurs gagner une licence d'1 an que le développeur m'a envoyée. Mais j'ai l'impression que beaucoup de vos commentaires ne s'affichent pas. Alors si toutefois vous avez participé et que rien n'apparaît, faites bien attention à ne pas mettre d'URL car YouTube les considère comme du spam. Cette petite annonce pratico-pratique étant faite, qu'allons-nous parler aujourd'hui dans ce Dev Café? Bon ok, vous allez dire c'est écrit dans le titre, mais sinon de plusieurs outils créés par Ionic, de la nouvelle version de React Native ou encore de .NET MAUI. Bref, pour les actus autour du mobile, on va pas faire mieux et on regarde ça tout de suite. Pas plus tard qu'hier, je vous indiquais que la version 0.71 de React Native était passée en version stable la semaine dernière, et les fonctionnalités sont plutôt intéressantes, notamment le fait qu'il n'y ait plus besoin d'auto-compiler, car on peut télécharger des binaires pré-compilés. Mais en vadrouillant sur Reddit, certains utilisateurs se plaignent que la migration n'est pas aussi simple, en tout cas c'était le cas lors des release candidates, notamment car certaines dépendances n'étaient pas compatibles. D'autres indiquent que le plus simple c'est de partir d'un projet neuf plutôt que de tenter une migration. Bref, attendez peut-être un tout petit peu avant de faire la migration, car se précipiter sur les nouvelles versions, et finalement peu importe quelle soit la techno, c'est un peu à vos risques et périls. On poursuit avec une info qui permet d'avoir un autre éclairage sur l'ouverture des App Store demandée par le Digital Market Act. Alors côté iOS ce sera totalement nouveau, mais en réalité on peut déjà en avoir des exemples sur Android, car rien ne force aujourd'hui à n'utiliser que le Google Play. Et par exemple, le dernier jeu des Tortues Ninja qui était sorti sur les consoles il y a quelques mois arrive enfin sur mobile. Sauf que c'est Netflix qui a récolté l'exclusivité, oui c'est bien la plateforme de streaming, et certes le jeu est gratuit pour les abonnés de Netflix, mais c'est une exclusivité qui n'est disponible que dans leur application. Du coup, verdict, à ce rythme, on va se retrouver avec plein de boutiques d'applications un peu à l'image des PC qui a l'Epic Game Store, Steam, GOG et consorts, et selon ce que vous voulez installer, il va falloir piocher à droite ou à gauche. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous préférez qu'on se tourne vers un marché comme sur les PC, ou si au final, la situation actuelle n'est pas si mauvaise. Retour à des stats maintenant avec Antutu, qui est un célèbre benchmark où les nerds s'amusent à mesurer qui a la plus grosse. Mais bon, en soi, ce genre de benchmark a très peu d'intérêt. En revanche, la base de données, elle est bien plus intéressante. Et ce benchmark a publié une étude, mais le problème c'est que le site il est complètement en chinois. Mais bon, grâce à notre célèbre Google Translate, on peut découvrir des infos sur le marché mondial des smartphones lors du dernier trimestre de 2022. Et il en ressort que sur les tests, les écrans font majoritairement 6,7 pouces avec 32,4% des tests, et si on additionne les différents pourcentages de 6,5 pouces et plus, on est à plus de 77% du marché. Et vous demandez pourquoi cette info est pertinente et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce qu'il est important que vous fassiez des interfaces optimisées pour des écrans qui ne sont pas forcément utilisables à un seul doigt, et j'en profite d'ailleurs pour vous montrer ce graphique qui présente les zones atteignables. Côté taux de rafraîchissement de l'écran, je suis assez étonné de voir que le taux de 120 Hz est ultra dominant avec 48% des tests, mais je me demande aussi si ça vient pas aussi du public cible qui fait plutôt des tests sur des modèles qui on va dire sont plutôt milieu voire haut de gamme, plutôt que sur un vieux Wiko qui fait qu'à le porte en gros. Donc pour la faire simple, on est plutôt ici sur une cible des power users. Et là aussi, quelle information à retirer? Eh bien si c'était 60 Hz la norme, il faut être capable de redessiner toutes les 16 millisecondes, or si c'est 120 Hz, on passe à 8 millisecondes, il faut donc bien penser à ce que vous optimisiez votre code. D'ailleurs, toujours sur les statistiques, l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms en France, a publié une étude complète d'une 50aine de pages, mais au final, il y a juste un chiffre qui m'intéresse, c'est la quantité de data consommée en moyenne chaque mois. Et alors qu'on a des forfaits qui dépassent souvent les 100 Go, la moyenne est alors loin, mais alors très loin de là, puisqu'elle est de 14,3 Go par mois. Comme quoi les opérateurs ont bien compris la chose, ils nous proposent une offre surdimensionnée pour nous faire payer plus cher. Et là aussi, qu'en retenir? Eh bien, pensez bien à optimiser votre code pour le cas où le réseau est pourri. Certes, la situation elle est plus comme il y a quelques années où je pense par exemple au métro parisien, où il y avait quasiment rien qui passait, mais typiquement en train, aujourd'hui ça reste encore discutable. Et pire, pensez bien au offline pour le cas de l'avion par exemple. Allez, on est à peu près vers la moitié de la vidéo, du coup, place aux actus en bref. L'information n'est pas toute récente, mais elle pourrait vous intéresser. Une longue vidéo de 3 minutes vous montre l'interface qu'aura la future tablette Android de Google. N'hésitez pas à prendre ces quelques minutes car elles vous donneront des inspirations pour vos futures interfaces graphiques.
Nous en parlions pas plus tard qu'hier, puisque la fonctionnalité de détection des accidents sur les iPhone et Apple Watch 8 a tendance à se lancer un peu trop fréquemment, générant ainsi des dizaines d'appels aux urgences inutiles. Face à la gronde qui monte crescendo, un représentant d'Apple a déclaré au New York Post qu'Apple était en train d'enquêter sur le sujet. C'est bien le strict minimum qu'il puisse faire. Si on regarde les statistiques de Wikipédia, les articles les plus lus tournent autour de thématiques semblables, à savoir les célébrités, le divertissement ou la politique. Mais parfois, même les personnes en charge de l'encyclopédie ont du mal à comprendre pourquoi certaines pages deviennent tout à coup populaires. Cela viendrait du Google Assistant qui met en avant certaines thématiques et vient alors piocher les informations sur l'encyclopédie. Et enfin, qui n'est pas nostalgique du jeu Snake des téléphones Nokia ? Eh bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, il est possible de faire tenir le jeu dans la barre d'adresse d'un navigateur. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description pour vérifier par vous-même que le tout tient sur 713 octets, qui, une fois transformé en URL, devient 1152 octets. Le travail d'optimisation ici est vraiment impressionnant. On revient avec une thématique dont je vous parle peu souvent, à savoir Ionic qui continue son petit bonhomme de chemin, notamment avec Capacitor, et j'ai découvert qu'il propose AppFlow, qui est une solution de CI/CD qui est compatible avec les applications Cordova, ok vous allez me dire, mais aussi les applications natives et celles en React Native, et le problème c'est que c'est tout malheureusement. Côté tarification, ça commence à partir de 49 $ par mois pour la version communautaire et 499 pour la version basique, sachant que la version basique, vous pouvez la tester pendant quelques jours, mais j'ai quand même assez l'impression que c'est un peu plus cher que face à la concurrence. En tout cas, c'est toujours bon d'avoir une alternative. Et d'ailleurs, toujours du côté de chez Ionic, outre AppFlow qui est un service payant, ils ont annoncé la semaine dernière Trapeze, qui est cette fois-ci open source et un outil compatible avec tout ce qui peut générer des applis mobiles, y compris Flutter. Et c'est une sorte de super outil pour vous faciliter la gestion des différentes déclinaisons d'une appli, par exemple dire que le nom du package est différent en prod, ou alors de copier le bon fichier de configuration des services Google, mais aussi de gérer des variables d'environnement. Chose assez rare, imaginons que vous avez des traductions dans votre appli, il va être capable de les modifier, quel que soit le framework derrière, en changeant par exemple ici le nom de l'application. Et si on regarde dans la doc, en réalité Trapeze est capable de modifier l'Android Manifest, les fichiers Gradle et les ressources Android, et côté iOS, ce sont les fichiers de configuration du build, ou encore les playlists et les entitlements. Tout ça c'est disponible comme je vous l'ai dit en open source et ça montre que Ionic est peut-être en train de pivoter, car selon des statistiques un tout petit peu vieilles maintenant, leur framework n'est clairement plus en position dominante. Et enfin, pour le dernier sujet, on passe à .NET MAUI, où il faut quand même bien l'avouer, Microsoft est un peu en train de nager tout seul dans son coin. Mais quand même, j'ai remarqué qu'à Noël, il y a eu un tout petit pic de curiosité sur la vidéo que j'avais publiée. D'ailleurs, pour rappel, .NET MAUI, c'est le successeur de Xamarin Forms. Et tout comme la techno qui passe relativement inaperçue, un community stand-up était organisé en début de mois, et j'étais complètement passé à côté, mais c'était quand même l'occasion pour la communauté de poser quelques questions à Microsoft. À la question de si .NET MAUI est aujourd'hui prêt pour les grosses sociétés, ils répondent oui, car Microsoft est le genre de grosse boîte capable de fournir du support, y compris par téléphone, et ce pendant plusieurs années. Et c'est notamment une critique qu'on peut faire à toutes les autres solutions, où c'est un peu démerdez-vous au final. Mais la réponse ne semblait pas satisfaire car quelqu'un d'autre a surenchéri en disant qu'il y a quand même beaucoup d'issues qui sont ouvertes et qualifiées de majeures sur GitHub. Et là-dessus, ils font une réponse un peu générique, en indiquant qu'au final, tous les gros projets ont de nombreux tickets ouverts, mais que c'est pas si mal s'il y en a autant, car ça veut peut-être dire que s'il y a un bug, quelqu'un l'a probablement déjà posté avant vous, et que donc l'équipe de Microsoft est au courant. Au final, je sais pas vous, mais je trouve pas ça très convaincant, surtout que la question était pour les entreprises. Mais bon, on change de sujet pour s'intéresser à la partie web. Alors là aussi, petite parenthèse pour vous expliquer qu'ils ont Blazor, qui est une techno en .NET pour faire des sites. Et elle est compatible avec .NET MAUI, mais uniquement si on l'intègre dans une WebView. Et c'est pas comme en Flutter ou en React Native, où à partir de la même base de code, on peut générer à la fois des applis natives, mais aussi un site web. Et justement, la question demandait s'il était prévu que .NET MAUI puisse faire ça. Et la réponse est qu'il n'y a aucun plan pour ça. Et il renvoie carrément vers Uno, qui est une autre solution en .NET pour générer des applis mobiles, mais absolument pas faite par Microsoft, et ils justifient leur choix en indiquant qu'au final c'est une demande que l'on entend souvent, mais qui en réalité ne concerne qu'un tout petit marché. Ensuite, plus marrant, puisqu'il semblerait qu'en interne chez Microsoft ce soit un tout petit peu la guerre, car .NET MAUI peut aussi générer une application Windows, et on leur demande s'il serait possible d'obtenir un seul fichier exécutable en WinUI, et les deux ont vite botté en touche, du coup comme on dit, ambiance. Et la dernière question porte sur la communauté autour de .NET MAUI et notamment les bibliothèques tierces. Et il commence à dire que la communauté Xamarin était géniale et qu'une grande partie avait fait partie des premiers testeurs de .NET MAUI.
et c'est à peu près tout comme réponse, car pour suivre un tout petit peu le sujet, c'est un peu un cercle vicieux, l'intérêt est pour le moment limité, donc il y a peu de bibliothèques qui sortent. Bref, je sais pas vous, mais avec toutes les réponses qui ont été apportées, c'est pas très encourageant. Le seul point positif, c'est que Microsoft n'abandonnera pas sa techno du jour au lendemain. Et voilà, c'était donc pour les principales infos à retenir pour aujourd'hui. Promesse tenue, ça tient en une dizaine de minutes. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et éventuellement à la partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées. En attendant le prochain épisode de demain matin, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et d'ailleurs, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à aller au Meetup Flutter ce soir. Allez, à bientôt et à demain!